Et on se retrouve donc à l'initiative de la SBL Touche pas à mes certificats verts pour un débat qui va concerner justement cette importante thématique bien dans l'air du temps et bien dans l'actualité évidemment. On a eu l'occasion de vous présenter déjà le nom de cette nouvelle ASBL, ce nouveau nom de la SBL, puisque Touche pas à mes certificats verts devient Prosumeur avec un nouveau logo. Vous découvrirez tout ça évidemment sur les Prosumeurs. Vous découvrirez tout ça évidemment sur les réseaux sociaux dans quelques jours. Je vous présente les invités de cette table ronde, table ouverte, table de discussion, table de débat comme on l'entend. Et dans l'ordre, je vous présente François Dequesne, député wallon, chef de groupe CDH des engagés. Voilà, le nouveau nom. Exact. Voilà, vous voyez que je l'avais noté. Hein. Vous ne pouvez pas passer à côté. Chacun chanson aujourd'hui. Antoine Herman, député wallon PTB est avec nous également. Laurent Léonard, député wallon PS. Olivier Biérin, député wallon écolo. Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur. Et Régis François, président de la SBL. Touche pas à mon certificat vert, donc encore pour quelques jours. Oui. Voilà pour les présentations. Il était évidemment important de discuter de l'avenir de cette importante thématique en Belgique et en fortiori en région wallonne, avec évidemment cette question qui a été une des plus souvent posées, j'imagine, à cette ASBL. Ce fameux compteur qui tourne à l'envers, il y a beaucoup d'inquiétudes, je ne vous le cache pas, autour de tout cela, avec des gens qui ont un peu l'impression que sans trop leur dire ce doux rêve d'un compteur qui tourne à l'envers, mais ça va s'arrêter. Rapide tour de table peut-être pour vos positions, parce que je pense que là-dessus il faut être très très clair. Vos positions aux uns et aux autres sur ce compteur. Est-ce que oui ou non on le maintient jusqu'en 2030, ce principe du compteur qui tourne à l'envers? Je commence par vous. Moi-même. Très bien. Bon, en fait, je comprends que les gens ont des craintes par rapport à ce compteur qui tourne à l'envers. Donc, à partir du moment où on passe à un compteur intelligent, un compteur communicant, on a l'information sur les flux, sur les entrées et les sorties d'électricité. Et à ce moment-là, je comprends que les gens craignent qu'il y ait des taxes, qu'il y ait des prix qui varient pour la consommation des ménages ou pour l'aspect prosumeur, l'aspect exportation des flux sur les réseaux. Et donc je comprends que les gens se posent des questions et ont des craintes par rapport à ça. Nous aussi, on est très dubitatifs par rapport au compteur intelligent parce qu'on craint que des modifications tarifaires qui sont en préparation pour 2024 vont avoir un effet qui n'est pas toujours désirable pour les familles, comme des tarifs dynamiques en fonction de l'heure de consommation, etc. Et donc oui, on comprend la crainte en tout cas des gens. Est-ce qu'Antoine Herman a raison d'être inquiet, Olivier Biérin? Alors la réponse est non. J'en profite pour féliciter Biprosumeur pour son changement de nom. Mais donc il est bien prévu de maintenir le compteur qui tourne à l'envers jusqu'en 2030. Ça c'est garanti, c'est dans le projet de décret qui passe très bientôt, le projet de décret Market Design qui passe très bientôt au gouvernement wallon et qui contient aussi des dispositions sur les communautés d'énergie dont on aura l'occasion de parler plus loin dans le débat. Et ce sera valable pour tous les panneaux placés jusqu'en 2024. Donc après cette date-là, par contre, l'Europe interdit, empêche de continuer ce principe du compteur qui tourne à l'envers. Mais donc toute installation qui est placée avant 2024 pourra bénéficier du compteur qui tourne à l'envers jusque 2030. Il y a une unanimité à ce niveau-là, Georges-Louis Boucher, au niveau du gouvernement wallon, j'imagine. On ne touche pas à ça? Oui, effectivement, on ne touche pas au compteur qui tourne à l'envers. Alors sur les communautés d'énergie, malheureusement, on a perdu du temps parce qu'il y avait déjà un décret qui était prévu en 2019. Il fallait prendre les arrêtés d'exécution et le ministre Henry a voulu tout recommencer. Donc même si le nouveau décret devrait être voté en mai, il faudra ensuite attendre les arrêtés d'exécution. Donc ça crée un petit peu d'indécision en la matière. Mais il n'y a pas de difficulté. Le compteur qui tourne à l'envers jusque 2030, ça c'est un engagement ferme et précis de l'ensemble des partis membres du gouvernement wallon. Le PS était favorable à cette idée, Laurent Léonard, de le maintenir, où on a entendu parfois certains, et c'était peut-être de fausses rumeurs, dire il y a un peu de rififi, on se demande s'il faut bien le maintenir, etc. Et d'où les doutes qui ont pu naître dans la population. Non, on est favorable évidemment au maintien de ce compteur qui tourne à l'envers jusqu'en 2030. Alors c'est vrai que dans un premier temps, les prix des panneaux étaient relativement élevés, donc il fallait des incitants forts. Aujourd'hui, les prix sont démocratisés, mais vu en plus l'évolution des prix de l'énergie, qui sont 2-3 fois plus chers, que même plus, qu'auparavant, nous sommes favorables évidemment à ce compteur qui tourne à l'envers. Ouais. Confiance dans ce que vous venez d'entendre, François Dequesne? Oui, parce qu'il y a un texte qui a été voté, ouais, je pense, à l'unanimité au Parlement de Wallonie il y a une grosse année sur ce principe-là. Donc ça, c'est un aspect qui semble clair pour ceux qui ont installé, ceux qui vont encore les installer dans les mois qui suivent. Mais après, ça ne doit pas empêcher, je pense, la Wallonie d'encourager
la mise en place de compteurs communicants. Et aujourd'hui, de ce côté-là, on est en retard par rapport aux autres régions. Et on doit vraiment accélérer, surtout la Flandre, on doit vraiment accélérer ça parce qu'on le voit ici avec la crise ukrainienne. Les enjeux, je dirais, d'autonomie, de réseaux locaux, de communautés d'énergie renouvelables et finalement d'indépendance et de souveraineté énergétique, ils sont réels. Or, ça peut se faire avec une meilleure intelligence entre la consommation et la production. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler et de façon décentralisée. Et donc, l'accent, il doit aussi être mis là-dessus. Il ne doit pas être un frein pour qu'on puisse continuer à avancer. Pour les producteurs qui sont installés et qui vont encore s'installer en prochain mois, ça doit rester. Et il n'y a pas de discussion puisqu'il y a une unanimité politique sur le sujet. Mais l'encouragement à passer à un mode plus intelligent, plus collaboratif, plus collectif de la production et de la gestion de l'énergie fait partie de la nécessité que nous avons pour renforcer l'indépendance et l'autonomie énergétique de la Belgique et de la Wallonie en l'occurrence. On va parler des communautés d'énergie dans un instant. Régis François, ce premier tour de table vous rassure sur cette problématique bien précise, j'imagine? Oui, alors oui, je suis rassuré, et donc c'était bien en effet ce qui était noté, et j'entends que tous les partis, allez, on arrive quand même à un consensus là-dessus, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce compteur qui tourne à l'envers, c'est encore la seule, entre guillemets, la seule subvention qu'un prosumeur reçoit aujourd'hui, même si c'est une subvention détournée. On les accuse parfois, ces prosumeurs, de dire, oui, mais ce compteur qui tourne à l'envers empêche quelquefois de mieux consommer l'énergie à un moment, à un instant T. Je vais simplement vous donner un chiffre aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, l'électricité sur les marchés de gros, elle est à moins 40 € du mégawattheure. Ce soir à 20 h, elle va être à 398 € du mégawattheure. Et donc là, on se rend compte qu'on a une corrélation en fait, d'événements qui sont, nous sommes dimanche, on a quand même une bonne brise, on a du vent, notamment à la côte et haute, les éoliennes produisent, envoient de l'électricité, et on a une luminosité correcte, ce qui fait que, voilà, on a quand même une grosse disparité dans les prix de l'électricité. Et donc là, le prosumeur, aujourd'hui, on voit aussi que ce soit le vent, le soleil, fait diminuer aussi à un moment donné les prix, c'est très très clair, mais de l'autre aussi, ce compteur qui tourne à l'envers, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'à un moment donné, il viendrait être supprimé, et pour une catégorie très précise de personnes, ce sont les personnes qui s'équipent de pompes à chaleur. Et ils arrêtent avec le mazout et ou le gaz aujourd'hui parce que le prix du gaz flambe et donc ils s'équipent plutôt de pompes à chaleur. Et là, oui, on peut accuser ces personnes d'aller chercher 85% de leur énergie à un instant où ils ne la produisent pas dans le volume. Ok, d'accord, mais c'est quand même un principe qui, à mon avis, je suis assez rassuré, mais doit rester fondamental. Je viens d'entendre quand même une crainte, donc c'est que ça ne soit supprimé. C'est envisagé, ça, quelque part? En fait, je pense qu'il faut quand même distinguer deux éléments. Il faut distinguer ceux vis-à-vis desquels l'État doit tenir ses promesses. Et c'est ça, en fait, ce qui a pourri ce débat. C'est qu'on a pris des engagements à l'égard des citoyens et au fur et à mesure des années, on a détricoté, changé, modifié. Et donc, il y a une perte de confiance majeure. Mais donc, ça, le premier cas, c'est que les personnes qui se sont engagées selon des termes, on doit respecter les termes sur lesquels on s'est engagé. Pour les futures installations, c'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui n'en a pas de panneaux photovoltaïques, là, je pense qu'effectivement, on peut revoir le mécanisme pour une raison qui est très simple, c'est que ça a été dit. Aujourd'hui, parce que j'entends qu'il y en a plein qui veulent inciter aux énergies renouvelables, mais aujourd'hui, l'État ne doit plus subventionner comme il devait le faire il y a 15 ans, pour une raison qui est très simple. Les prix de l'énergie sont tellement élevés que ces mécanismes qui n'étaient pas toujours rentables le deviennent au fur et à mesure. Un exemple bien précis, c'est l'éolien offshore. L'éolien offshore, il fallait subventionner fortement à une époque. Depuis 2015-2016, c'est autosuffisant. Vous pouvez faire un business model sans aide d'État où votre éolien offshore devient rentable. C'est un peu comme les plateformes pétrolières en mer. Quand on pouvait facilement aller chercher du pétrole en Arabie Saoudite par rapport à nos besoins, c'était pas du tout rentable, mais au fur et à mesure des années, vu que le pétrole a augmenté, eh bien, aller forer en mer devenait intéressant. On est dans la même évolution de marché et on doit aussi en tenir compte pour le futur. Mais je dis bien, c'est pour le futur, il faut préserver toutes les personnes qui aujourd'hui ont des installations, parce qu'il y a des engagements, et donc ces gens, avec leur argent, ont fait des choix avec des conditions qui étaient précisées. Si vous changez ces conditions, vous détruisez finalement leur business model, mais le business model d'un ménage, c'est son pouvoir d'achat. Les communautés d'énergie, vous l'avez évoqué en introduction tout à l'heure, Olivier Bierin, beaucoup de questions qui nous sont parvenues pour dire, c'est pour quand, les communautés d'énergie? Mais donc ça, c'est dans le fameux décret dont M. Boucher et moi-même venons de parler, qui est prêt, qui va passer en troisième lecture au gouvernement. Après, il faut le temps qu'il arrive au Parlement, que les arrêtés d'exécution soient mis en place. Mais donc pour cet été, normalement, les premiers projets pourront être soutenus. C'est quoi l'avantage ?
Alors les avantages des communautés d'énergie, il y en a beaucoup. Ça permet de mettre en commun de la consommation et de la production au sein d'une zone d'activité économique, au sein d'un voisinage avec ses voisins, au sein d'un immeuble à appartement aussi. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a une aberration dans la situation actuelle, c'est que vous avez des milliers d'hectares de surface qui pourraient être exploités dans les villes et qui ne le sont pas parce que les règles actuellement ne permettent pas de mutualiser la production. Si vous installez des panneaux sur le toit d'un immeuble à appartement, aujourd'hui, vous pouvez alimenter les communs. Ça n'intéresse personne, il n'y a pas de consommation suffisante là-bas. Dès la mise en place des communautés d'énergie, vous pourrez mutualiser et faire profiter aussi les locataires, les propriétaires d'appartements de la transition énergétique. Surplus d'électricité produite, hein, on en parle souvent de ce surplus d'électricité et beaucoup se demandent s'il est possible, envisageable de le revendre, ce surplus. Laurent Léonard, votre avis là-dessus ? Je pense qu'il y aura, dans le cadre des communautés d'énergie, des possibilités de revendre ce surplus. Ce qu'il y a, c'est que dans les communautés d'énergie, évidemment, l'objectif, c'est d'utiliser l'énergie, hein, c'est de la consommer, bien entendu. Et ça aura un impact inévitablement sur le réseau. C'est une réalité, puisqu'il y aura plus d'énergie ou moins d'énergie réinjectée sur le réseau, donc également sur le coût, mais aussi un aspect social qui est important. On peut se retrouver demain avec une communauté citoyenne et notamment alimenter peut-être des immeubles d'habitation sociale, que sais-je, ou autre. Mais je pense que c'est quelque chose d'important. Avec évidemment, s'il y a possibilité de revendre, beaucoup risquent, ou en tout cas craignent, et ça c'est ce qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est finalement de devoir renoncer. On en parlait à ce fameux compteur qui tourne à l'envers. François Dequesne, tout d'abord. Oui, donc je pense que pour le compteur qui tourne à l'envers, on l'a déjà expliqué et redit, il faut pas... Voilà, les choses sont claires et il y a une unanimité aujourd'hui politique sur cet aspect. C'est sur le plus long terme. Au-delà de 2030, il n'y a pas d'engagement, évidemment. Et pour les nouvelles installations après 2024, il n'y a pas d'engagement. Je pense qu'on sera dans un autre système et on aura des amortissements puisque les investissements auront été réalisés depuis un certain temps. Ce qui est important, c'est le retard, malheureusement, qu'on a aujourd'hui dans les communautés d'énergie renouvelable. Donc effectivement, en mai 2019, il y a eu un décret, c'était le décret CRUC, qui mettait ça en place et qui permettait, ne fût-ce que sur une série d'éléments, de réaliser un partage de l'énergie. Donc que certains qui produisent de l'énergie puissent en fournir à leurs voisins. C'est une forme d'autoconsommation élargie. Ça, c'est évidemment vertueux. Pourquoi ? Parce que ça permet évidemment de créer un maillage local plus fort, de proximité d'une part. D'autre part, ça évite de faire des investissements importants dans le réseau. Or, il y a aussi un coût caché qui est le coût finalement des tuyaux. J'entendais avant cet échange les difficultés que certains avaient dans certaines rues de fournir de l'électricité au réseau. Et Corrèze ou d'autres GRD disaient on n'a plus de capacité, on n'a pas de moyens. Je pense que ces éléments-là, on aurait déjà dû les mettre en œuvre. C'est une directive d'ailleurs sur laquelle la Wallonie a du retard. Le décret de 2019, certes, il n'avait pas toutes les facultés de développement qui sont aujourd'hui envisagées par le ministre Henry, mais il avait au moins la possibilité de mettre ça en place. Et je regrette qu'on n'ait pas, depuis plus de 2 ans maintenant, pas mis les arrêtés d'exécution pour permettre l'exemple que vous citiez, M. Birin, à savoir celui de mettre des panneaux sur un immeuble à appartement et de pouvoir partager cet élément-là. Il aurait pu être mis en place dans le décret actuel, le décret CRUC de 2019. Antoine Herman, vous direz quoi en 2030 ? Vous direz si, même s'il y a revente de surplus d'énergie, on garde les compteurs qui tournent à l'envers, ou est-ce qu'au contraire, pour vous, il va y avoir quelque chose de trop ? Et donc, il y a plusieurs éléments là-dedans. Donc, le premier élément, je trouve qu'on doit éviter de rendre individuellement les gens responsables de la transition énergétique. Et donc, si on a comme solution au surplus d'énergie qui est produit à un moment donné, si on rend responsable la personne en adaptant les tarifs, par exemple, c'est ça qui est sur la table pour la modification des tarifs à partir de 2024. Avec ça, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on trouve plutôt que l'enjeu, c'est le stockage d'énergie. Et donc, l'enjeu du stockage d'énergie, c'est-à-dire que le stockage d'énergie, il doit y avoir des investissements qui sont faits de manière collective. C'est-à-dire que le stockage ne soit pas fait uniquement au niveau de sa propre maison, mais qu'il y ait des stockages d'énergie qui soient faits sur un territoire via des technologies qui existent au niveau de l'hydrogène, batteries, etc., pour répondre à ce défi très important. Et donc, nous, on a peur qu'avec justement l'apport de ces compteurs intelligents, qu'on remette la responsabilité du fait qu'il n'y ait pas de l'énergie renouvelable tout le temps sur le dos des gens individuellement. Ça, c'est notre grande crainte. Et en commission, souvent, le ministre intervient pour dire qu'on veut éviter les gros investissements
en encourageant les compteurs communicants. Et c'est justement là-dessus que nous, on a des craintes, sur le fait qu'on n'investisse pas et qu'on demande aux gens finalement de consommer leur tasse de café à 2 h du matin, enfin, ou à 14 h plutôt qu'à 7 h du matin, quoi. Vous avez évoqué les batteries de stockage, justement, je voulais qu'on en touche un tout petit mot. Régis François, on a un peu l'impression que ça, c'est une des clés de l'avenir, ces fameuses batteries de stockage. On va parler des inquiétudes liées à la taxation de ces batteries dans un instant. Pourquoi est-ce que c'est à ce point fondamental, ces batteries de stockage ? Mais simplement parce qu'elles vont permettre, entre guillemets, eh bien, de stocker l'énergie produite à un instant T pour la réutiliser à un instant T plus 1, plus 2, plus 3, c'est-à-dire le soir, la nuit et autres. En fait, souvent, on prend le problème un petit peu à l'envers, je pense. J'entends que pour la tarification 2024, on va y venir tout de suite après parce que c'est vraiment important comme sujet, on va avoir des tarifs, entre guillemets, dits incitatifs. On va inciter, par exemple, les gens, je l'ai entendu dans des réunions avec les GRD, à éviter à ce que les gens qui ont une voiture électrique ne rechargent leur véhicule à 17 h. Alors, OK, je peux totalement comprendre. On sait qu'on a évidemment l'offre et la demande au niveau de l'électricité. Mais d'un autre côté, je pense qu'on prend le problème un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un tarif plutôt incitatif dans lequel le propriétaire de véhicule électrique puisse alimenter et la liberté d'alimenter sa maison à partir à ce moment-là de 17 h. Et finalement, plutôt que de recharger, soit un acteur directement de cette chose-là. Donc ça, c'est une technologie qui doit arriver et qui va exister. Maintenant, au niveau des batteries, la principale cause qu'ont les personnes dans notre ASBL, ou la principale crainte plutôt, c'est est-ce qu'on ne va pas venir nous installer une taxe ? Est-ce que je peux rassurer tout le monde là-dessus tout de suite ? Ah, si vous voulez rassurer tout le monde tout de suite, donc tout le monde tout de suite va être rassuré. Il n'y aura pas de taxe sur les batteries. Si Écolo ne veut pas mettre de taxe, il n'y en aura pas. Il y a pas de... Jusqu'à présent, les taxes venaient en deux, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que ça rassure. Mais si vous me permettez, par rapport à cet élément-là, je pense, et M. Herman l'évoquait, il y a un autre problème, c'est que je vois bien, c'est normal que tout le monde regarde par rapport à sa situation, mais on va être tellement limite, pour être clair avec les gens, dans la capacité que nous avons à produire de l'électricité dans les prochaines années, puisque la consommation électrique va augmenter fortement. Et de l'autre côté, on m'a demandé de ne pas parler de nucléaire, donc je n'en parlerai pas, mais il y a des enjeux en matière de capacité. Donc le résultat de tout cela, c'est qu'on devra peut-être cumuler effectivement le compteur qui tourne à l'envers, plus la vente d'électricité. Parce que il ne faut pas non plus faire naître de faux espoirs sur les batteries. La batterie qui permettrait de conserver, alors à un niveau individuel, il y a quelques batteries, Tesla en a développé d'ailleurs au niveau domestique très bien. Globalement, on a un double problème. Le premier, c'est qu'il faudrait déjà que les GRD soient en capacité d'accueillir, même quand il y a beaucoup de soleil, toutes les quantités d'énergie qui sont produites, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous met un rupteur, on vous empêche d'aller au-delà. Et le deuxième élément, c'est qu'en Belgique, on n'a pas de montagne. Donc des batteries hydrauliques qui permettraient de faire tourner des roues avec de l'eau pour dire de conserver l'énergie, on ne saura pas le faire. Donc la solution, ça serait de produire peut-être de l'hydrogène. Alors à ce moment-là, grâce au surplus d'électricité, mais ça veut dire que le nombre d'investissements est colossal. Il y a d'un côté les compteurs intelligents, parce qu'on en aura besoin, de l'autre le renforcement du réseau, et enfin, la capacité que le réseau aurait de se délester des quantités supplémentaires d'énergie quand elles ne sont pas demandées. Exemple, en été, par exemple, vous avez plutôt besoin d'électricité en journée pour la climatisation. En hiver, c'est plutôt le soir. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de compteurs intelligents et d'un réseau qui soit en capacité de s'adapter. Vous avez été très bref, Olivier Bierin. J'ai vu aussi passer ça sur pas mal de réseaux sociaux. La batterie, ok, très bien, mais batterie égale catastrophe écologique. Vous répondez quoi? Parce que vous avez dit pas de taxation, mais est-ce que vous êtes prêt à encourager ce système qui inquiète beaucoup celles et ceux qui vont dire mais ces batteries, qu'est-ce qu'on en fait? Par rapport au recyclage, mais ça, il y a des solutions technologiques qui existent. La ministre Tellier, notamment, a lancé des filières par rapport à cette question-là. À la fois, il y a un enjeu environnemental qui est évident, c'est que ces batteries ne doivent pas se retrouver dans la nature après et avec un pouvoir de pollution très important. Et donc, il faut une filière de recyclage. Mais il y a aussi un enjeu très important économique qui est de création d'emplois, de création de valeur ajoutée chez nous. Et donc, qu'on ne renvoie pas ces batteries, soit pour qu'elles soient enterrées, soit pour qu'elles soient recyclées en Chine ou en Amérique du Sud, mais qu'on crée de la valeur ajoutée chez nous en les remettant dans le circuit. Donc, c'est le fameux principe de l'économie circulaire qu'on soutient dans tous les secteurs, mais qui a d'autant plus de sens ici pour les énergies renouvelables. Laurent Léonard, encourager ce système-là, est-ce que ça doit se faire via des subsides ?
Alors, je pense qu'il pourrait y avoir des incitants. Je pense qu'on pourrait parler de la TVA. Je pense qu'une TVA à 6% ne serait pas quelque chose de complètement irréaliste. Je pense que les batteries, effectivement, peuvent renforcer la sécurité d'approvisionnement, mais je pense que c'est un tout. On a parlé de renforcer les réseaux, parce qu'il y a des réalités par rapport à ça. On a parlé de bien utiliser l'énergie quand elle est produite, mais il faut se rendre compte aussi que ces réalités-là doivent pouvoir exister en fonction des réalités des gens également. Tout le monde n'a pas la possibilité, à un moment donné, d'être chez lui, de lancer sa machine. Tout le monde n'a pas. Et donc, il y a des réalités auxquelles on devra, à un moment, répondre. Je pense que c'est important. Et par rapport à cela, il y a aussi des réflexions par rapport à la domotique. Et donc, c'est un tout. Et on ne peut pas se permettre de travailler et de parler uniquement batterie parce qu'il y a cette réalité des batteries, uniquement panneaux parce qu'il y a des... Voilà, je pense qu'on doit voir ça de manière holistique. Et donc, c'est ce qu'on fait ici. Et je me réjouis d'ailleurs de voir qu'il y a des accords sur un certain nombre d'éléments. Il y a quand même aussi un autre enjeu, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui gèrent ces réseaux sont dans des intercommunales. Les communes, et voilà, je pense qu'il y a plusieurs élus communaux ici, sont contents d'avoir aujourd'hui les dividendes de ces intercoms, mais en matière d'investissement, on est hyper loin du compte pour des échéances qui arrivent dans 4, 5, 6 ans. Hein. Donc c'est très bien qu'on soit d'accord sur le principe, mais entre le principe et le fait de faire les travaux, de trouver les solutions et autres, on est très très loin du compte. Et quand je vois les difficultés qu'on a en matière d'investissement d'infrastructures, et je ne vais pas lancer un débat compliqué, mais par exemple, si vous prenez la boucle du Hainaut, qui là, on parle des lignes à haute tension pour acheminer l'énergie produite par l'éolien offshore, alors il y a toute une résistance citoyenne qui peut se comprendre par rapport en tout cas aux craintes suscitées par la haute tension, mais des chantiers de ce type-là, il va falloir en mener plusieurs si on veut réussir la transition. Et pour le moment, j'ai le sentiment qu'on regarde un petit peu le chat de l'aiguille, quoi. On regarde ça par le petit bout en disant il faudrait mettre un peu plus de panneaux. Très bien, mais aujourd'hui, déjà maintenant, je pense qu'en tant qu'utilisateur, vous avez subi le cas où quand il y a beaucoup de soleil, on bloque quand même votre capacité à renvoyer de l'énergie. On va y venir, c'est la mise en sécurité, on va y venir. Puisqu'on parlait d'automatisation, ouais. Si on commence à avoir des tarifs différenciés journaliers, il faut avant tout trouver des mécanismes automatisés pour que les gens n'aient quand même pas à commencer à regarder. Si pas, ça ne favorisera que les gros consommateurs et gros producteurs et ça tuera les petits. François Dequesne, on va venir sur la question de la mise en sécurité parce que là aussi c'est quelque chose d'assez important, mise en sécurité par justement Force Soleil comme vous venez de le dire, c'est le point suivant. François Dequesne, je reviens sur la question quand même des batteries parce qu'elle est fondamentale. À partir du moment où on envisage pourquoi pas une intervention des pouvoirs publics sur l'utilisation de ces batteries, vous y êtes favorable ou pas du tout? Donc pas de soutien public à l'installation de batteries, en tout cas dans le système actuel des règles du jeu. En Flandre, ils ont fait d'autres choix où il y a effectivement des incitants. Nous, on n'est pas dans ce système-là aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut au maximum fixer les règles. C'est pour ça que j'implore le gouvernement wallon actuel de mettre le plus rapidement en place un cadre pour le développement de ces logiques d'autoconsommation groupée. Parce que, je reprends un exemple tout bête, hein, on a une école avec des toits et on a des habitations à côté. Les moments où on consomme l'énergie ne sont pas les mêmes. Donc si on a des producteurs sur les toits, des panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons, ils peuvent servir en journée pour alimenter les écoles. Et l'énergie qui aura été stockée ou qui est les jours de congé, les jours de week-end, etc., celle des écoles peut servir pour les maisons. Donc ça doit être possible et c'est la meilleure façon. Ça coûtera moins cher que les batteries, ça coûtera moins cher que les investissements gigantesques sur le réseau électrique belge. C'est la plus efficace et c'est là-dessus que nous devons travailler, mais ça ne peut se faire que s'il y a un cadre légal simple, clair, qui permet aux opérateurs, qu'ils soient d'ailleurs prosumeurs ou pas prosumeurs, de participer à l'opération. Parce que moi, je pense que les consommateurs, ils doivent être acteurs. Votre avis là-dessus, Antoine Herman? Donc, oui, les communautés d'énergie ont certainement un rôle à jouer, et d'ailleurs les gens le font déjà maintenant, donc je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais donc, au niveau de Tournai, il y a le centre hospitalier WAPI, en collaboration avec le CPS de Tournai, le centre psychiatrique, etc., qui sont mis ensemble déjà pour essayer de trouver des solutions. Mais donc, ça, donc les communautés d'énergie sont une des solutions, mais qui ne vont pas répondre, selon nous, à l'entièreté du besoin d'électricité des ménages. Et donc, nous, on se tourne plutôt vers les exemples qui existent en Allemagne, où eux ont plutôt fait le choix d'entreprises publiques d'énergie, les Stadtwerke, qui existent à Munich, par exemple, et à Hambourg, etc., où là, les communautés d'énergie, les coopératives, etc., travaillent avec ce pôle public
de production d'énergie, si on arrive à une échelle un peu plus grande que la petite communauté d'énergie, on a là un niveau d'efficacité et les arguments que j'ai entendus ici pour rendre efficace en fonction des consommateurs et des heures de consommation, etc., des entreprises, des écoles, des ménages. Mais si on part de la taille d'une ville ou de la taille d'un bassin de vie, on peut arriver là à des efficacités beaucoup plus grandes aussi pour le stockage, etc. Et donc, nous, on pense que, oui, à côté des communautés d'énergie, on va devoir aller vers des pôles publics où il y a une organisation à plus large échelle de l'énergie renouvelable. Rapidement, Olivier Birin, vous voulez ajouter quelque chose? Sur l'enjeu du réseau et des onduleurs qui se mettent en sécurité, ça, je pense que c'est un enjeu très important pour les prosumeurs. Si on y vient juste après, c'est très bien. Absolument, c'est promis. Vous vouliez réagir, vous, sur cette question encore justement des communautés d'énergie et des batteries. On va clôturer là-dessus, comme ça, on va sur la question de la mise en sécurité. Juste parce que, bon, voilà, on a quand même beaucoup de membres de la Commission énergie du Parlement wallon ici autour de la table. Je voudrais juste vous poser une question. Demain, le décret sort, les communautés d'énergie sont en place. Ma question va être très claire. Est-ce que le prosumeur actuel qui va vouloir, entre guillemets, rejoindre cette communauté d'énergie, éventuellement dans son village ou pas, va devoir renoncer au compteur qui tourne à l'envers ou pas? Qui peut répondre? Les membres du gouvernement, les représentants des partis du gouvernement. Voilà, je pose la question. Donc, est-ce qu'on pourra cumuler, d'une certaine manière, les deux? Pour le moment, il n'y a rien qui a été tranché sur le sujet. De notre point de vue, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les difficultés en matière de capacité, de notre point de vue, ça doit être le cas. Ça doit être le cas parce qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de fournir un maximum d'énergie à nos concitoyens dans des conditions qui sont de plus en plus compliquées. Et donc, à ce titre-là, eh bien oui, on doit... Si le but, et il faut être un peu cohérent avec la logique, si le but était de passer dans des petites unités de production, de multiplier les unités de production finalement électriques et d'avoir plein de centrales partout, ben, il faut aller au bout de la logique, je le disais tout à l'heure, en matière de réseau, mais il faut aller aussi au bout de la logique en matière économique. Je produis de l'énergie que je permets à d'autres de consommer, ben, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas payé. Enfin, pourquoi, quand M. François, quand il produit de l'électricité pour les autres, ben, lui, il n'est pas payé, mais Engie, parce qu'il en produit dans de plus grosses quantités, quand ils le mettent sur le réseau, eux, ils sont payés. Ça n'aurait aucun sens. Donc, il faut garder de la cohérence en la matière. Puisque je l'ai promis, on va le faire et je vais commencer par vous, alors Olivier Birin. Cette fameuse question de la mise en sécurité, gros soleil, les onduleurs se mettent en sécurité, évidemment ça pose plein de questions et vous vouliez intervenir là-dessus le premier. Oui. Eh ben, je vous laisse le faire. Mais la première réponse, c'est que les GRD, les gestionnaires de réseau, ont l'obligation légale d'adapter leur réseau. Et donc, ils doivent le faire. Donc si vous les contactez et qu'ils ne le font pas, il faut saisir la COAP, il faut prévenir vos élus qu'ils ne respectent pas leurs obligations, mais il y a une obligation légale. Après, cette obligation, elle a un coût. C'est-à-dire que si vous renforcez le réseau, si vous mettez... Il y a aussi des projets avec des transformateurs adaptatifs qui se mettent en place, mais tout ça a effectivement un coût. Et donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre, et c'est pour ça qu'il y a les tarifs, la méthodologie en 2024 qui arrive avec des tarifs incitatifs, mais qui seront basés sur le libre choix. C'est-à-dire que vous pourrez soit choisir d'avoir plusieurs plages horaires, d'avoir une flexibilité et de jouer avec cette flexibilité et d'avoir un avantage, car vous faites jouer cette flexibilité et donc vous réduisez la nécessité d'investir dans le réseau parce que vous autoconsommez beaucoup plus. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est de rester sur un principe mono-horaire comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire jouer cette flexibilité et il y a des investissements supplémentaires à faire dans le réseau. Et dans l'ensemble, on estime que cette réforme-là permettra de trouver un juste équilibre à la fois entre le libre choix et entre les investissements. Et alors, je tiens à ajouter aussi que je suis très content d'entendre M. Boucher qui annonce manifestement que les bourgmestres et maires vont renoncer aux dividendes reçus de Horès et Reza en fin d'année. C'est une proposition qui semble intéressante. On y renoncera si, avec vos représentants, vous acceptez d'investir sur le réseau. C'est tout, mais on ne va pas y renoncer juste pour ne rien en faire. Ça, c'est le point. Mais donc, si vous êtes partant pour des investissements sur le réseau qui permettent justement de faire face à des choix que vous n'arrêtez pas de promouvoir, puisque moi, j'entends depuis des jours que le soleil et le vent, c'est gratuit. Le problème, c'est que pour les capter et en faire de l'électricité, ça, c'est pas tout à fait gratuit. Et donc, les investissements de réseau dont on parle, ça sera du renoncement de dividendes pour les communes. Ça veut dire des politiques communales qu'on ne pourra pas mener et potentiellement passer peut-être aussi sur des contributions complémentaires sur les factures. Mais à un moment, il faut être un peu honnête avec les gens.
Cette transition, alors je connais l'argument, ne pas la faire, ça va coûter plus cher, merci. Mais le problème, c'est que la faire à marche forcée... Non, mais je commence... Je connais vos arguments, vous ne cessez de les répéter. Le problème, c'est que c'est très bien de nous sortir l'argument, mais il faut trouver la solution entre maintenant et 2030 pour faire cette transition à marche forcée, parce que ça va être le rythme qui sera imposé. Je vais juste me permettre d'intervenir, parce que cette question, en fait, justement, des surcharges réseau, croyez-moi, on n'en est qu'au début. Tous les jours, de plus en plus de prosumeurs, imaginez-vous pour l'instant un bon installateur de photovoltaïque, qui est notamment un partenaire, nous, de l'SBL, qui travaille très très bien. Pour l'instant, il communique une date d'installation pour 2023. Tellement les demandes, évidemment, sont énormes du fait de la crise énergétique. Très bonne chose. Je suis très content que les gens mettent de plus en plus de panneaux photovoltaïques. Je crois que c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, on se retrouve face au problème où qui donne l'autorisation de raccorder les panneaux photovoltaïques au réseau? Ce sont les GRD. Or, que font les GRD lorsque l'onduleur coupe de 11h du matin à 14h? Ils viennent prendre la tension. Ah, on ne sait rien faire. Vous ne vous rendez pas compte, la rue, il va falloir changer 2 km de câbles, doubler le cuivre, les matières premières, la main-d'œuvre. J'en suis le premier conscient. Évidemment, un réseau électrique coûte cher. Ce que je veux vraiment ici mettre en avant avec vous, c'est que plutôt que de voir, et il y a un changement de paradigme chez les GRD aussi, plutôt que de voir le prosumeur comme étant un enquiquineur, entre guillemets, sur le réseau parce qu'il le dérégule, faisons-nous un ami chez qui il va permettre à un moment donné, par exemple, d'installer une batterie de stockage et ou de recharger son véhicule électrique, peu importe, mais surtout, on va parler, parce que ça reste assez cher un véhicule électrique, mais une batterie de stockage qui va permettre peut-être de moins, entre guillemets, modifier le réseau et nécessiter des moyens considérables d'un point de vue du pouvoir public. Et de l'autre côté, pouvoir stocker à un moment donné son énergie. Donc, voilà, parce que c'est vraiment beaucoup de préoccupations qu'on a au niveau des membres. Je pense profondément qu'il faut effectivement pouvoir se donner le moyen de sa politique. Je pense. Et donc, il faut, demain, pouvoir faire évoluer les réseaux, clairement. Par contre, si on doit pouvoir faire évoluer les réseaux, on doit évidemment faire pouvoir évoluer les réseaux pour tout le monde. Et ça, je le pense profondément. Et donc, cette transition énergétique, elle doit être sociale. Elle doit être sociale, sinon ça ne sert à rien. Et donc c'est vrai qu'il y a des problèmes avec des onduleurs, des onduleurs qui décrochent à certains moments, parce qu'on se retrouve peut-être dans des quartiers où il y a énormément de production avec des petits câbles, etc. Et donc oui, il faut faire évoluer, je suis le premier à le dire, mais il faut faire évoluer, comme je le disais tout à l'heure, pas uniquement peut-être sur cette problématique du câble, etc., mais aussi la manière de consommer, la manière... voilà, c'est un ensemble, mais il faut se donner le moyen de sa politique. Je suis entièrement d'accord. Le prosumeur aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui systématiquement va vouloir ou va espérer revendre sa production à un tarif incroyable. Aujourd'hui, ce qu'il veut, le prosumeur, je pense, c'est la paix. Donc il fait le choix libre d'installer des panneaux sur son toit. Il veut juste un cadre juridique clair, stable, la paix à un moment donné. Et encore une fois, si on évite de lui envoyer... Parce qu'aujourd'hui, quand je discute avec les GRD, par rapport, par exemple, au smart meter, au compteur communicant, je n'en ai jamais eu un qui m'a donné un avantage pour le prosumeur ou pour le raccorder. Je n'en ai pas. François Dequesne, sur cette question. Moi, je pense que les prosumeurs, ils font partie de la solution aujourd'hui. Oui, ils doivent être mis autour de la table. Et donc, ça implique que chacun, à la fois le GRD et les prosumeurs, essaye de construire quelque chose de positif. Le fait de pouvoir partager son énergie plutôt avec les consommateurs voisins, le fait d'adapter une partie de sa consommation au moment où il y a des pics de production, ça fait partie de la logique. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre le maximum, qu'on soit prosumeur ou qu'on ne soit pas prosumeur. Il y a un alignement, il faut consommer de façon plus intelligente. Tout ce qu'on peut programmer comme consommation énergétique, lave-linge, lave-vaisselle et autres appareils, ou ceux qui permettent de faire des stockages d'énergie, y compris d'ailleurs avec une voiture, qui peut de temps en temps servir de chargeur externe. Ce n'est pas encore aujourd'hui autorisé légalement, mais ça devrait pouvoir l'être. Ces éléments-là, ils doivent pouvoir être activés. Et il faut une espèce de pacte avec les prosumeurs pour arriver à quelque chose qui soit construit et qui, effectivement, le jour où il faut mettre davantage sur le réseau soit à la hauteur de ce qui a été installé. Parce que les prosumeurs, aujourd'hui, n'admettent plus de payer un tarif prosumeur.
tel qu'il est, sans nécessairement, et continuer à avoir des coupures où on leur dit finalement, écoutez, ça va coûter trop cher de mettre le réseau à jour. 200 000 aujourd'hui en Wallonie, ils sont nombreux. Boucher, et puis Antoine Herman. Peut-être juste, il y a quand même deux limites à ce qu'on vient d'expliquer, parce que j'entends que la tarification intelligente permettrait tout. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand on est un petit producteur, on ne sait pas nécessairement, surtout si c'est des prix de marché qui vont évoluer, un tarif qui va évoluer durant l'année, parce que votre consommation électrique, elle peut être plus centrée la journée en été et plus le soir en hiver, par exemple. Donc, si vous êtes un petit particulier, vous n'allez pas commencer à aller voir le cours chaque jour et à adapter. Donc, il va falloir trouver des mécanismes d'automatisation. Mais cet élément-là, il est réglé aujourd'hui. Il est réglé jusqu'au 2030. Non, oui. Alors, il est réglé jusqu'au 2030. OK, mais c'est pas de ça. Mais si, le prix de l'électron, il est réglé jusqu'au 2030. Alors, justement, on parle de la tarification intelligente de 2024 pour que ce soit directement efficace et qu'on puisse justement régler par rapport aux quantités aussi qui sont remises. J'y arrive. La deuxième limite, c'est que c'est très beau sur le papier, mais très franchement, dans les faits, oui, la machine à laver et le sèche-linge, c'est toujours ce qu'on nous explique. Mais pour le reste, les gens, ils mangent tous plus ou moins à la même heure, ils rentrent tous du boulot plus ou moins à la même heure. Quand il y a de la canicule, on a chaud tous en même temps. Donc très franchement, pensez que vous allez aller chercher des quantités faramineuses en agissant de la sorte. Il est beaucoup plus intelligent de travailler sur du système soit d'hydrogène, soit sur du système de batterie, effectivement. Mais la batterie, il ne faut pas croire, ce n'est pas la batterie en lithium qu'il y a sur votre téléphone. Aujourd'hui, les pays qui utilisent des batteries, c'est en montagne, c'est ce que je disais, c'est des batteries hydrauliques. Et donc, résultat des courses, en Belgique, on ne va pas construire des montagnes. Donc, il y a aussi là une limite. Et donc, il y a beaucoup de gens qui parlent théoriquement de ces choses-là, mais dans la vraie vie, très franchement, ce n'est pas aussi évident que ce qu'on veut bien dire. Oui, mais je voulais justement intervenir sur le même sujet. Je suis d'accord sur le fait que il y a des limites à la flexibilité dans la consommation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas consommer. Max MR PTB. Je vais dire un truc. Le MR PTB, peut-être en point commun de prendre en compte la vie réelle des gens. Même si on n'est pas d'accord sur les solutions à apporter. Les phrases faciles, on les connaît. Je ne vais pas commenter ça, mais en tout cas, les gens, ils rentrent à 19h à la maison, ils mangent à cette heure-là. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, sur cet aspect-là, je suis d'accord. Mais donc, le truc, c'est que il faut voir ce que ça donne, la tarification dynamique. Parce qu'on en parle ici en théorie, on dit que ça peut apporter une solution aux problèmes d'investissement des GRD, etc. La tarification dynamique existe aux États-Unis. Et on a vu que pendant la crise au Texas, il y a eu une vague de froid phénoménale. Il y a des gens qui ont payé 9 000 € pour leur facture d'électricité en un mois. C'est ça la tarification dynamique. Donc elle est déjà mise en place dans certains pays et c'est une catastrophe pour les gens. Parce que donc, il y a cet aspect-là. Et il y a aussi l'aspect que la tarification dynamique permet d'acheter de l'énergie sur les marchés en temps réel avec toute la spéculation que ça a comme conséquence. On le voit aujourd'hui, comment la spéculation sur le marché peut faire s'envoler les prix de l'énergie. Et alors, sur la question du tarif prosumeur et de la question des investissements des GRD, donc on se rend compte avec ce tarif prosumeur et avec cette question de deux choses. On se rend compte de deux choses. La première chose, c'est qu'en fait, la facture d'énergie aujourd'hui est une feuille d'impôt. Donc, en fait, on utilise les factures d'électricité pour payer des infrastructures, ce qui, en fait, ne devrait pas être le cas. Ça devrait être pris en main par les impôts. On ne paye pas avec la taxe de circulation l'entièreté des routes de ce pays. Ça doit être pris en main par les impôts. Et alors, la deuxième chose qu'on constate avec ce tarif prosumeur, c'est que le débat, il doit être global sur l'énergie. Donc, en fait, avec la libéralisation, d'un côté, on a collectivisé les coûts. Donc, les GRD ont des investissements très importants à faire. Et tout ce qui rapporte de l'argent, comme Total Energy, comme Engie Electrabel, etc., donc des entreprises comme celle-là font des bénéfices extraordinaires. Et donc, il y a d'un côté le privé, les grandes sociétés multinationales de l'énergie qui gagnent beaucoup d'argent, et de l'autre côté, la collectivité qui paye les infrastructures très chères. Donc là, il y a une vue globale à avoir et dire, au fond, à un moment donné, ça ne va pas, ce système ne va pas, il va falloir aller chercher des sous autre part que dans les poches des prosumeurs. Olivier Bierin, sur la question de la tarification, justement, votre position avant. Mais donc, j'ai déjà commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que le principe, selon nous, c'est qu'il faut laisser le choix aux consommateurs et aux prosumeurs. C'est-à-dire que vous pouvez soit décider volontairement de jouer avec cette flexibilité,
vous estimez que grâce à votre voiture électrique, grâce à votre mode de vie, vous avez la possibilité de faire fluctuer cette consommation à d'autres moments de la journée, de la nuit ou de la semaine, soit vous n'avez pas cette possibilité-là ou vous ne souhaitez pas le faire, et dans ce cas-là, vous ne devez pas être pénalisé non plus, et vous pouvez avoir accès à un tarif classique mono-horaire qui ne varie pas. Par rapport à l'exemple de M. Herman, c'est quand même, me semble-t-il, une méconnaissance du secteur, c'est-à-dire, ou du dossier. Au Texas, les gens étaient directement connectés au prix de gros, c'est-à-dire que la tarification dynamique chez eux, c'était totalement dérégulé. Donc l'électron, au moment X, coûtait 100 fois plus que d'habitude, il devait payer ça au moment où il le consommait. Ici, il est hors de question de mettre ça en place. On ne connecte pas directement le tarif de gros au consommateur résidentiel. Il y a quand même le fournisseur qui fait tampon entre les deux et qui fournit à son tarif décidé par contrat avec le consommateur. Et par ailleurs, on plafonnera évidemment la variation qui est possible. Donc on ne va pas du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre faire fois 300% ou fois 3000% sur le mégawattheure facturé. François Dequesne. Les compteurs communicants, ils ne doivent pas servir demain à avoir une facturation pour le particulier, pour monsieur et madame tout le monde, à la minute ou au quart d'heure. Ça n'a absolument aucun sens, évidemment. Le compteur communicant, il doit davantage cibler et identifier quand est-ce qu'on consomme et pour le prosumeur quand est-ce qu'on produit, de façon à ce que le maximum possible, on puisse égaliser ces périodes-là. Et c'est important avec d'autres acteurs, parce qu'effectivement, si on est prosumeur et qu'on consomme également de l'énergie et qu'on regarde uniquement le champ de l'activité familiale, évidemment, c'est très compliqué de dire quand il y a du soleil, on appuie sur les boutons, même s'il y a des machines qui peuvent le faire à votre place. Par contre, si on le fait à une échelle plus grande, plus large, là, ça a du sens. Moi, je reprends toujours l'exemple de Colruyt et ses frigos congélateurs. Ils ont des éoliennes. Eh bien, quand il y a beaucoup de vent, le congélateur, il diminue de température et on stocke l'énergie par le froid. Et quand il n'y a plus de vent, eh bien, on laisse remonter jusqu'à un certain degré. Donc, il y a des solutions, il y a des techniques qui existent, qui sont possibles avec des entreprises, avec des clubs de sport, avec des bâtiments publics, etc. Et c'est ça qu'on doit développer parce que c'est le plus efficace. Laurent Léonard. Je pense que pour que cette transition, et si on parle de cette facture, soit socialement acceptable, il faut que la transition énergétique ne soit pas exclusive, j'ai envie de dire, et finalement qu'elle soit la plus intéressante pour tout le monde. Et donc d'un côté, je pense qu'il faut effectivement des incitants pour celles et ceux qui participent à la flexibilité, mais par contre, elle ne peut pas avoir un effet négatif non plus pour monsieur tout le monde, puisque, allez, il faut quand même bien dire les choses, aujourd'hui, tout le monde est inquiet par rapport à sa facture d'énergie. Donc voilà, donc des incitants, oui, mais il faut que ça participe pour tous. Régis François, on arrive tout doucement à la fin de ce débat. Je vais vous demander de le conclure en une petite minute. Exercice pas facile, mais aujourd'hui, sur base de ce que vous venez d'entendre, rassuré pour l'avenir, ou est-ce qu'il y a encore des points qui vous inquiètent? Parce que précisément, et c'est parfois bien difficile de faire des prévisions à long terme, peut-être en particulier sur les tarifs de l'énergie. Aujourd'hui, rassuré ou plutôt inquiet? Bon, disons que je suis plutôt rassuré déjà concernant le compteur qui tourne à l'envers. Je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel nos membres reviennent évidemment beaucoup. Je le suis un peu moins sur la tarification 2024 parce que j'ai quand même quelques craintes par rapport à cette tarification, ou tout au moins ce que j'en ai entendu ou ce que j'ai pu en lire. Ces tarifs incitatifs, c'est très bien. Je crois qu'en fait, il ne faut pas non plus que cette tarification soit faite pour des geeks. Alors, ce que j'appelle des geeks, c'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, vont se dire « moi, je vais piloter directement, mettre un système de pilotage ». D'ailleurs, je serais curieux, Olivier, peut-être que tu pourras répondre aussi, mais de savoir combien de personnes ont demandé la prime domotique à la région. Peut-être une question à poser un jour au Parlement, une question d'actualité, mais voilà. Je serais juste curieux d'avoir le nom, parce qu'à mon avis, on ne doit pas dépasser les 100. Donc voilà, mais c'est une chose. Deuxième chose... Lors des négociations, juste pour la boutade, lors des négociations, lorsqu'on était entre trois partis, on a su me donner un exemple. Donc une personne qu'on a su nommer membre cité, non pas pour la prime, mais qui arrivait à adapter sa consommation selon les pics, etc. Vraiment le gars parfait, quoi. Mais je pense qu'il vit dans sa maison du matin au soir. Mais ici, en fait, c'est surtout ça. En 2024, allez, j'ai quand même des craintes que... Ce tarif incitatif, tel qu'on le nomme, eh bien finalement ne frappe les gens les moins érudits.
finalement, ces gens qui, aujourd'hui, ont peut-être moins de moyens, voilà, on fait leur journée de travail, mais ne chauffent pas la journée parce que les factures augmentent, vont rentrer à 18h, vont déclencher le chauffage, et ou le radiateur à bain d'huile le matin parce que, voilà, dans leur appartement. Donc, il faut vraiment être extrêmement attentif à ça. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, évidemment, au niveau des prosumeurs, encore une fois, je parlais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez pour la majorité d'entre vous, mais de colosse au pied d'argile. C'est-à-dire qu'on ne peut rien bâtir de très solide, parce que là, on est parti quand même avec des dizaines de milliers d'installations qui vont arriver sur le marché en Wallonie aujourd'hui. Finalement, vous ne pouvez pas bâtir quelque chose d'extrêmement solide sur des pieds en sable. Et ces pieds en sable, c'est un socle juridique clair pour les personnes qui, demain, vont faire installer des panneaux. Grand merci à tous les 6 d'avoir été avec nous et j'espère que vous avez pu recueillir toutes les informations qui sont indispensables à la bonne compréhension de cette évolution. Il en sera évidemment encore beaucoup de questions, sans doute chez vous, sans doute encore un peu entre nous et puis vous verrez sans doute aussi sur les plateaux télé. À très bientôt, ciao ciao.